Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog de discussion en voiture dans lequel on va parler de frais déductibles, stratégie pour pouvoir passer le maximum de charges sur sa société et le tout sans se retrouver contrôlé fiscalement. Je vais répondre directement dans cette vidéo avec mon téléphone, je vais répondre à 37 questions qui m'ont été posées soit via l'intermédiaire d'un Typeform, ou soit directement sur notre Telegram privé. Si tu as envie de le rejoindre, n'hésite pas. Alors, pour ceux qui se demandent où nous sommes dans les pays baltes, on est fin août, et j'étais là pour un membre qui est en train de conduire une opération, et on sort juste de la banque, et on va du côté de la mer. Alors, pour bien répondre à ces 37 questions, je les ai regroupées dans des catégories immobilier, voyage, restaurant, outillage, enfin outillage, téléphone, tu vois, c'est pas un outillage, mais ça. Et cette vidéo, elle fait suite à une masterclass que nous avons faite sur YouTube, une masterclass complète, les secrets d'un contrôle fiscal pour passer le maximum de frais, 235 likes de mémoire, je vais vite passer au feu vert, 235 likes, quoi d'autre, 99% de likes. Donc vraiment, si tu l'as pas encore regardé, tu as le lien dans la description et en haut à droite, et je le mettrai également à la fin de cette vidéo. Dans le cadre de cette première vidéo, vous avez pu vous inscrire à un mini guide qui était offert, dans lequel je partage des choses que je peux pas forcément dire sur internet. C'est entièrement offert. Tu peux t'y inscrire en suivant le lien qui est mis en avant dans les commentaires. Et bon, dès que tu commences à parler de ça, t'as les mecs sur LinkedIn qui t'accusent de faire la promotion de l'abus de biens social, tu vois. Donc on commence à avoir l'habitude de LinkedIn, et même si ça nous fait toujours rigoler, les mecs ils vont jusqu'à taguer la DGCCRF ou la DGFIP, tu vois. C'est dans le juste milieu, ils s'y connaissent. Et également, pour ceux qui s'inscrivent, ils auront la possibilité de rejoindre un mini accompagnement à un tarif de lancement. On est en train de le finaliser, notamment avec une avocate fiscaliste qui va faire 2 masterclass dessus. Juste les 2 masterclass, elles vont coûter elles coûteraient 4 à 5 fois plus cher que l'accompagnement lui-même. Donc n'hésite pas à t'y inscrire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Donc, on va répondre à toutes les questions qui ont été posées. Désolé si tu l'as posée après. Désolé si ta question a été regroupée, mais techniquement, j'ai pris les 37 questions. Et en gros, je vais y répondre un peu comme si tu étais sur le siège, passager avec moi, et que tu me posais les questions de ce que tu pouvais passer, ce que tu pouvais pas passer. Je finirai sur des conseils applicables, des bonnes pratiques, des conseils que vous pouvez tous appliquer, et je finirai par la question piège qu'on m'a posée. Et comme je l'ai dit, je réponds à toutes les questions, même les plus tendancieuses et les plus touchy. Il est possible que cette vidéo elle soit découpée en 2. J'ai aucune idée du temps qu'elle va faire, donc je vais essayer d'aller le plus vite possible. Et si elle est découpée en 2, vous aurez partie 1, partie 2, et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, et en t'abonnant à la chaîne, tu seras prévenu quand la prochaine partie sera publiée. Ça sera techniquement le samedi prochain. Donc pense à t'abonner, activer la cloche de notification, n'oublie pas de lâcher un like, le référencement, j'aime ça. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais prendre mon téléphone quand même parce que je ne connais pas toutes de tête. Je me ferai taguer. C'est Policia Latvia, ceux qui veulent me taguer sur LinkedIn pour dire que je regarde mon téléphone tout en conduisant. Je vais pas réexpliquer les concepts pour qu'une charge soit déductible. Ça, c'est sur la masterclass. Elle est, je pense, relativement complète. Elle est relativement complète, donc je vais pas revenir dessus. Là, je vais répondre aux cas pratiques, aux questions qui ont été posées. Alors, première question. On commence fort.
Comment acheter un appartement à la plage avec ma boîte? Alors, premièrement, un appart, c'est pas déductible en soi. Oui, tu vas pouvoir déduire les amortissements, mais c'est un amortissement sur 30 ans. Donc, si tu as 500 000 euros de bénéfices et que tu achètes un appartement de 400 000 euros, tu vas pas payer l'impôt sur 100 000. Non, tu vas payer l'impôt sur 500 000 moins une quote-part d'amortissement. C'est important de le préciser, de le rappeler. Et ça prend que le bâti et pas le terrain. Si on va jusqu'au bout. Oh putain, les bouchons. Secondement, le mettre sur sa société d'exploitation, sur sa boîte, est un poil dangereux. Si demain tu as un problème avec ta boîte, tu as envie de garder l'appartement. Donc plutôt le mettre à part. Le mettre à part dans une SCI, tu pourras impacter les charges d'amortissement sur ta société, sur le bénéfice de ta société, mais il faudra mettre une intégration fiscale complète ou ce qu'on appelle une intégration sauvage. Mais à part ça, tu pourras le faire. Par contre, si c'est uniquement pour ton usage personnel, tu devras payer un loyer. Ils sont pas là pour t'offrir un appartement. Si tu le mets en location et que, disons, par inadvertance, pour rendre service, tu te retrouves à y aller entre deux locations, à ce moment-là, on pourrait dire que entre deux locataires, ouais, ça pourrait le faire. Donc, voilà la première question. La deuxième question, qui est une question que plus de gens posent: justifier l'achat d'une résidence principale par la société. Alors, premièrement, soyons sincères, acheter une résidence principale et de surcroît l'acheter sur sa société, ça n'a pas beaucoup de sens. Une résidence principale, ça s'achète à titre personnel. Et même si c'est ta société qui achète, tu vas devoir lui verser un loyer à ta société. Ta société et toi, il y a autant de différence que entre toi et ton propriétaire. Et si tu es propriétaire et que tu as un crédit, tu dois rembourser le crédit. Et tu devras verser un loyer au prix du marché. Donc si tu t'achètes un appartement de 200 mètres carrés à Paris et que tu te le loues 400 € par mois, le prix que tu te le loues, tu dois pouvoir le louer à une autre personne. Donc pour faire simple, autant acheter à titre personnel, rembourser le crédit à titre personnel et capitaliser. Rien ne t'empêche cependant d'allouer une partie pour tes bureaux et faire supporter à ta société une compensation financière pour l'utilisation des bureaux. C'est pareil pour les appartements. Toujours dans le logement, la troisième question, c'est société qui paye le logement de fonction. Alors, le logement de fonction, on va le préciser. C'est fiscalement neutre si elle paye ton logement, parce que en fait, ça va être un avantage en nature. Donc, c'est comme si elle te versait le salaire, grosso modo. Donc, tu devras payer charges sociales et le salaire. Et ça va être uniquement valable, pour l'éviter, je dirais, ça serait uniquement valable si tu as besoin d'un logement d'une manière obligatoire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Imagine, tu vis à Paris, tu as un client qui est à Bordeaux, tu dois aller 10 jours par mois à Bordeaux, prendre un appartement à Bordeaux, dans ce cas-là, a du sens. Ça a du sens. Pour un petit exemple storytelling, quand je vais à l'étranger, j'ai des appartes qui sont sur la boîte. Enfin, j'ai des appartes, on dirait que j'ai un empire immobilier, non, j'exagère pas, mais pour des raisons de praticité, tu vois, je viens souvent dans les pays baltes, j'ai un appartement ici, qui est loué par la société sur un bail court, mais j'ai un appartement ici. À Paris, je vais devoir y aller régulièrement, et pour éviter d'aller à l'hôtel, je vais prendre un appartement. Mais ici, je viens parce que j'ai des clients, parce que j'ai un gros prestataire ici, j'ai une personne qui occupe une grande partie du business ici. Donc, quand je viens, c'est clientèle, boulot, organisation, business.
Et pour cela, personnellement, ça c'est un petit tips, mais j'expliquerai comment on le fait dans l'accompagnement, parce qu'il y a une mesure à faire, et je demanderai à l'avocate de montrer le modèle, parce que c'est elle qui me l'a fait. Je préfère le prendre en perso. Déjà, tu payes pas un bail pro qui coûte une fortune, et me le faire rembourser par la boîte, mais avec une méthode particulière pour pas déclencher l'imposition à titre personnel. Parce que si la société me verse un loyer, moi ça me fait un revenu, et ce revenu il est taxable. C'est plus facile pour les baux, c'est plus facile pour la protection, et pour tout ça, partout en Europe du moins, c'est beaucoup plus pratique. Pour la justification, j'ai déjà la justification avec des exemples. Si je suis contrôlé, tout est démontré, toute l'organisation, par exemple pour Paris, je dois avoir un dossier, un PDF de 6 ou 7 pages qui justifie l'intérêt économique et l'intérêt social de la société pour le faire. Ici, exactement pareil. Les extractions de calendrier, je les rajoute ensuite. Donc c'est vraiment justifié. Quatrième question. SCI à l'IS, Société Civile Immobilière à l'IS, frais déductibles comme une société classique. Alors, dans une SCI à l'IS, contrairement à une SCI à l'IR, c'est exactement le même principe qu'une société normale. Tu peux déduire les frais comme une société classique, c'est BIC à l'IS. Par contre, l'objet social de la SCI à l'IS va te limiter sur les dépenses. Tu vas être beaucoup plus restreint et les charges vont être limitées par l'objet même de la société. Par exemple, les seules personnes que tu vas pouvoir inviter au restaurant sur la SCI, ça va être tes locataires et les personnes autour de l'exploitation de ton bien immobilier ou ton architecte. Tu vois, t'es quand même assez limité en soi. Donc il faut que tu penses à ça. C'est comme une société, sauf que c'est restreint. Si tu dis j'ai fait de la prospection, de la prospection pour cette SCI, t'as intérêt de pouvoir le justifier. Vous avez de la prospection de biens. Si tu vas avoir des biens, si tu vas faire des déplacements pour acheter un bien, là ça a un sens. C'est dans l'objet social parce que la SCI peut souhaiter acheter un nouvel immeuble. Donc c'est intéressant de le faire. Cinquième question, justifier des activités dans une résidence étrangère avec une société française. Alors là, j'ai envie de dire, c'est très difficile. Ça dépend quel est le spectre de la question réellement. Il faut à ce moment-là que tu aies à minima un bureau de liaison pour le justifier, et tu vas au bureau de liaison, et encore il faudra que ça soit dans l'intérêt de la société. Mais la question n'est pas directement liée à la dépense en soi. Moi je te dirais de faire attention parce que tu as des notions d'établissement stable, de requalification locale de ta société française. Ça c'est la fiscalité internationale, on est ailleurs que sur des frais. Mais dans la justification, ça va être difficile. Deuxième catégorie. La deuxième catégorie, ça va être tout ce qui va être véhicules et déplacements. Les véhicules et les déplacements, achat d'un véhicule et les taxes que tu as. Première question, un véhicule, quand tu vas l'acheter, il va être amorti, il va disposer d'une limitation de la déduction, c'est-à-dire, je vais essayer de le faire. Si c'est un véhicule de tourisme, si c'est un Kangoo ou un utilitaire, il n'y a pas de souci et tu récupéreras même la TVA. La TVA n'est pas récupérable, pour les véhicules de tourisme. Sauf que il y a un contentieux fiscal sur ça qui permettrait la déduction de la TVA. Je vous mettrai un article, je l'ai vu passer. Qu'est-ce que ça veut dire la limitation de la déduction? C'est un amortissement déjà. Donc un amortissement, si ta voiture elle vaut 100 000 euros, tu vas pas déduire 100 000 euros immédiatement en charge. Tu vas déduire sur 5 ans, tu vas déduire 20 000 euros par an. Sauf que en France, et attention dans les autres pays, en France, si ta voiture vaut 100 000 euros et qu'elle est polluante, tu vas pas pouvoir amortir 100 000 euros, tu vas pouvoir amortir 10 000 euros fiscalement. Donc ça veut dire que 10 000 euros tu pourras déduire fiscalement que 2 000 euros et tu devras réintégrer, payer de l'impôt sur le reste, sur l'écart. Tu devras payer, si ta voiture tu l'amortis 20 000 et que tu l'amortis 2 000, tu vas devoir réintégrer 18 000 euros, donc réinjecter grosso modo 5 000 euros d'IS, un peu dans ces eaux-là.
Tu vas déclencher des taxes également. Un véhicule qui est détenu par une société et également par rapport à son niveau de pollution va déclencher ce qu'on appelle la TVTS ou TVS, taxe sur les véhicules de société, qui va être un impôt, plus tu vas avoir de l'avantage en nature. Donc c'est vraiment avoir un véhicule en société n'a pas trop de sens économiquement. Il y a des façons plus intelligentes de structurer, sauf si bien évidemment tu es sur une Tesla ou une voiture électrique. Là, tu as droit à amortir 30 000 €. Mais en fait, ce que te fait Tesla, c'est qu'il te... Alors, je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais c'est ça qu'il faisait avant. C'est qu'il te facturait la voiture 30 000 €, il te facturait les batteries 70 000 €. Donc, tu amortissais les batteries sur 5 ans, sur 70 000 € sans limitation, et tu amortissais la voiture à 30 000 € sur le reste du temps. 7e question. Frais kilométriques sur une voiture perso. Alors, ce qu'on appelle les ICA, les indemnités kilométriques. Tu vas pouvoir déduire selon le barème professionnel, dépendant de la puissance fiscale du véhicule et du nombre de kilomètres, ce qu'on appelle les ICA. Tu as un barème qui est fourni par l'administration. C'est le plus simple, en conservant les justificatifs, mais c'est vraiment le plus simple. Et en parlant d'ICA, c'est pour ça que c'est intéressant et qu'il y a un sens. ICA... Donc indemnité kilométrique, ça c'est une 8e question. Indemnité kilométrique sur une société qui est 100% remote, jamais de client physique. Là, je vais faire un rappel que je vais faire très souvent dans cette série de Q&A. Il faut faire la distinction entre vous et la société. Et il y a une question de bon sens, et on verra des bonnes pratiques à la fin de cette vidéo ou de la seconde, ça dépend si je la coupe ou pas. Imagine-toi comme si tu étais un freelance. Est-ce qu'un freelance qui bosse pour ta société, qui bosse de chez lui, t'accepterait qu'il te fasse des demandes de remboursement de frais kilométriques, en plus de sa facture? À la limite, si tu bosses depuis un coworking, le trajet domicile coworking sera acceptable, mais pas plus. Si tu vas pas voir de clients, si tu vas pas voir de fournisseurs, le véhicule, tu vas l'utiliser uniquement, on est entre nous, mais tu vas l'utiliser uniquement pour du privé. Ça tient pas. Donc attention. Après, rien t'empêche d'essayer de trouver de nouveaux clients et tout ça, mais dans la situation actuelle, tu vas être plus que limité. 9. Le télépéage débité direct sur le compte de la société et des trajets mixtes. Avoir le télépéage débité directement sur la société ne pose pas de problème en soi. Il faut juste que les trajets soient justifiés par rapport à ton business. Si tu as un trajet, alors j'allais dire Bordeaux-Cap Ferré, bon, il n'y a pas de péage, donc ça risque pas, mais si tu habites à Montpellier et qu'on voit des trajets à Monaco, j'espère que tu as des clients à Monaco, tu vois, c'est le bon sens. Il faut que les trajets soient justifiés par rapport à ton business. Le truc qui tue, personnellement, et ça c'est un conseil, le truc qui tue, c'est le péage le dimanche ou le week-end ou les jours fériés. C'est le truc qu'ils vont regarder le plus. Ils vont pas passer toutes les dates, mais ils vont regarder ça. Tu sais, tu reçois un relevé à la fin. C'est ça qui tue le plus. D'ailleurs, pour la petite anecdote, cela m'a valu des questions par les gendarmes un dimanche matin. J'allais déjeuner avec mes parents et en arrivant sur le péage, avant de prendre l'autoroute, je décroche le télépéage qui était à droite du rétroviseur central. Et à l'époque, ils étaient gros, tu vois. Aujourd'hui, ils sont petits, mais à l'époque, c'était des gros cubes, des gros rectangles blancs, bien dégueulasses. Ça faisait, j'allais dire la taille de talkie-walkie, mais c'est un peu exagéré. Et je l'enlève avant de passer le péage pour le foutre dans la boîte à gants. Ils avaient t'as des petites poches d'aluminium pour pas qu'il bip. Et je le fous dans la poche d'aluminium, je le fous dans la boîte à gants pour avoir la sécurité. Et là, le flic de l'autre côté du péage me voit bouger un truc et cacher un truc dans la boîte à gants. Il m'arrête et il m'a fait chier à l'époque. En me disant « Je vous ai vu cacher un détecteur de radar ».
Alors les gens vont me dire, ouais, un détecteur de radar, pas un coyote, un vrai truc qui détecte les radars. Donc les gens me disent, t'avais qu'à lui montrer le péage. Le seul problème, c'est que j'avais réellement un détecteur de radar, mais lui, il était sous le siège. Donc je m'en souviens, ça s'appelait un Valentine One à l'époque. Avec un cordon, on aurait dit un truc de modem, là, avec les prises de modem de téléphone. C'était assez marrant. Et je l'avais sous le siège et j'ai essayé d'expliquer au mec, mais attendez, on est dimanche, c'est un trajet perso, je vais pas faire passer le péage sur la boîte. Non, je lui ai attrapé dans le truc et j'étais pas très rassuré. Le mec il fait, mais laissez-moi regarder. Je lui fais, mais attendez, vous êtes pas à la douane, quoi, t'as pas à fouiller ma voiture. C'est un péage, ça va, je suis déjà à la bourre, je vais devoir rouler comme un assassin. Au moins vous êtes là, vous n'êtes pas la jumelle. Et le mec il m'avait fait chier, j'avais une plaque étrangère et le mec il m'avait vérifié si j'avais pas des PV, des flashs, parce qu'à l'époque les PV ne revenaient pas. Donc c'était la petite anecdote. Alors, sortons de l'anecdote et revenons à notre sujet. L'anecdote, tu t'en branles et t'en as bien raison. 10e question. Le billet d'avion 2 fois au Liban sans activité là-bas. Alors, ce que j'aime bien dans les questions, c'est que vous donnez déjà la réponse. Au final, vous la connaissez. Alors, je ne sais pas si c'est 2 billets d'avion ou si c'est de prendre 2 billets d'avion ensemble, c'est-à-dire genre tu y vas avec ta copine ou tu y vas 2 fois dans l'année. Je vais reposer la question du freelance, qui est ma méthode et que vous pouvez appliquer. Je vais reprendre cette méthode et pose-toi la question sous cet angle. Si tu es un freelance qui bosse pour ton business ou un salarié, d'accord ? Tu as un salarié qui, dans le cadre de ses fonctions, te demande de lui payer 2 billets d'avion au Liban. Peut-être est-il libanais, peut-être es-tu libanais, c'est un superbe pays. Beyrouth, en plus la bouffe libanaise est exceptionnelle. Moi, j'adore le Liban. Je n'ai pas d'origine libanaise, mais j'adore le Liban. Tu diras à ton employé ou à ton freelance, mais attends, tu te fous de ma gueule. Tu es en train de vouloir me faire payer ton billet d'avion au Liban pour aller voir ta famille en m'expliquant que tu es alors qu'on n'a aucune activité là-bas, qu'on n'a aucun fournisseur là-bas, qu'on n'a aucun rendez-vous là-bas et qu'on n'aura techniquement jamais d'affaires là-bas. Sauf si peut-être tu es marchand d'armes, là il y a du business à faire et de la prospection commerciale, mais mis à part ça, tu es très limité. Et toi, tu répondras à ton freelance, René, tu te fous de ma gueule. L'administration fiscale, en fait, elle est comme toi. Elle va te dire exactement la même chose. Et tu le dis toi-même dans la question. Tu le sais. Donc, soit tu travailles cette partie pour lui donner une substance économique et qu'il soit défendable et qu'il soit pas... et ça, on le verra après sur des propositions. Ou soit tu te payes le truc et tu te le payes toi-même et c'est flagrant. Tu vois, il y a des dépenses. Le fisc ne va pas vérifier toutes les dépenses, mais ça, c'est un truc. Les voyages, les déplacements à l'étranger, mais c'est un truc, c'est un red flag. Il y saute dessus. À la limite, tu bouffes la semaine avant au restaurant avec femme et enfants et famille. Tu fous le billet d'avion au Liban. Il va sauter sur le billet d'avion au Liban. Pensez à ça également. Ils ne vont pas tout contrôler. Ils vont se concentrer sur certains points. Ils n'ont pas le temps de tout contrôler. Donc, important de le préciser. Mais sur ce genre de truc, sur ce poste de dépenses, et généralement les dépenses qu'on veut passer en société un peu tendancieuse, c'est sur ces postes-là. Donc, il faut être attentif. 11e question. Qui revient un peu, qui est regroupée, je les ai regroupées dans un ordre pour qu'elles soient cumulatives et pas répétitives. Avion pour bosser en remote à l'étranger tout en ayant sa résidence fiscale en France. Même question que la précédente, même méthode. On se pose la question du freelance qui bosse pour ta société. Est-ce que tu accepterais de payer le billet d'avion de tes employés ou de ton freelance qui souhaite aller travailler en remote pour qu'ils aillent bosser à Bali ?
il y a les flics. Putain, j'ai pas vu les jumelles. Je sais pas si vous les avez vues, ils étaient à côté du camion. De toute façon, je roule pas vite, donc là, pour une fois, mais j'aurais bien aimé savoir comment ils arrêtent. Est-ce qu'ils sont à la jumelle ou pas? C'est pas grave. Revenons à nos frais déductibles. En quoi la dépense est nécessaire pour l'activité? En quoi la dépense est nécessaire pour l'activité? Elle est totalement inutile pour l'activité. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te faire retoquer, tu vas te faire redresser et ça va te faire bizarre. Alors, je regarde dans le rétro, j'ai l'impression qu'ils ont chopé quelqu'un ou... Non, c'est pas une moto. 12e question, toujours dans les déplacements. Déplacement de freelance. Entre la maison de famille ou la maison prêtée. Alors déjà, il ne faut pas le présenter comme ça. Tu vas pas dire, ouais, je fais mon déplacement à ma maison de famille. Il faut essayer de le justifier d'une manière optimale. Ça dépend où ta famille se situe également. Ça a son importance. Le déplacement en lui-même, il va pas coûter excessivement cher. Donc, est-ce que ça vaut la peine d'éveiller le soupçon et de pousser le mec à creuser? Parce qu'une fois que le mec il a creusé et qu'il a trouvé quelque chose de pas clean, t'inquiète pas qu'il va tout creuser. Soit tu laisses un truc, tu vois, un nonos à ronger, mais pense qu'à partir du moment où il voit une dépense comme ça, il va te faire toutes les dépenses de déplacement. Donc il faut savoir appliquer j'allais dire un juste milieu, mais ayez-en conscience. La 13e question, il me semble que c'était une question d'Antoine, le cas de Tanzanie multisite en last minute. Alors, je pense que par Tanzanie, il veut pas dire Tanzanie, mais j'avais fait un vlog sur mes déplacements professionnels, je tiens à le préciser, mais c'était pas la Tanzanie, c'était la Namibie. Tu sais, c'est important parce que tu vois, tu as des destinations qui font plus professionnelles que d'autres et qui font plus vacances que l'autre. Par exemple, Maldives, Seychelles, ça fait beaucoup plus vacances que l'île Maurice. Et j'en parlais avec Axel. J'en parlais avec Axel, justement. Alors, premièrement, mon cas, il était particulier. Il faut savoir que mon activité aide également, et également les personnes avec qui j'étais. Je ne suis pas parti tout seul, et c'est ce que je disais, j'ai rejoint des gens qui étaient sur place. Pour être sincère et être transparent, j'ai dû passer 80% en tout, 80-85% de l'entièreté des frais de déplacement. Il faudrait que je reprenne la chose, que je vérifie comment je l'ai ventilé. Donc déjà, la première chose que j'ai fait, c'est de ne pas tout passer. Donc tu vois, j'ai été fair play, j'ai fait, j'ai voulu me faire une lodge loisir. La dépense était plus élevée que les autres. J'ai voulu me faire ça, j'ai profité du fait d'être là-bas, donc je l'ai payé à titre personnel, j'ai payé avec... de toute façon, j'ai tout payé avec ma carte personnelle, j'expliquerai ensuite. Donc déjà, il y a un signe de, j'allais dire de bienveillance, c'est pas de bonne foi, c'est que le mec, il ne fait pas passer tout. Donc c'est beaucoup plus dur, la contrôleuse fiscale, elle va devoir prouver le pourcentage. Ça va être beaucoup plus difficile pour elle que de dire ça pouvait pas être entièrement professionnel. Tu vois, c'est un jeu. Je l'explique d'ailleurs dans les mails pour les personnes qui se sont inscrits sur vivre sur sa boîte. Le lien, je rappelle, il est dans le premier commentaire mis en avant. Vous avez le lien en haut à droite. Ça s'appelle la ventilation. Moi, pour ça, et pareil, notre conseil, c'est que je paye tout à titre personnel et je fais rembourser ensuite. Comme ça déjà, s'il me manque un truc, pas de mauvaise surprise.
Ça permet de dire ok, là bon ça va être un peu tendu, ça je le vire. Putain, la note de restaurant où il y a 50 balles de bouffe et 350 balles d'alcool, ça fait tout sauf professionnel. On était trop bourrés pour signer un contrat juste après, quoi. Donc tu vois, ça te permet de faire un contrôle a priori, toujours de l'anticipation. C'est un truc, mais bon, ça il faut pouvoir le faire. Et en plus, moi, ça m'avantage parce que je préfère passer les dépenses sur ma carte perso où j'ai des chargebacks plus intéressants. Donc, j'aime bien faire cela. En plus, j'ai de meilleures garanties pour les voyages, pour les assurances voitures, pour le rapatriement et tout ça, sur des cartes haut de gamme. Tandis que tu n'as pas ce même niveau d'assurance sur des cartes, corporate. Donc, la situation est particulière et ce que moi j'ai fait, tu ne vas pas forcément pouvoir l'appliquer, sinon il faudrait être avec les mêmes personnes, avoir la même activité. Ça, c'est important aussi de le préciser. Préparer un voyage pro-perso et faire passer un maximum de frais dessus. Alors déjà, tu vois, celui qui a posé cette question l'a déjà bien formulé. C'est de dire, ok, on va pas pousser mamie dans les orties, mais on va essayer de jouer. Alors, on retombe sur la question précédente, qui comme toujours est une question de bon sens. Je pourrais l'appeler le hack les frais, la méthode Trump limite. Si demain ton employé qui s'occupe de l'acquisition payante, la publicité souhaite aller à Dubaï pour suivre un mastermind de 5 jours, pas un challenge, pas un truc gratuit, mais un mastermind sur les nouvelles méthodes d'acquisition, et qui s'occupe de la publicité, tu vas lui payer le billet d'avion et le mastermind. Et qu'ensuite il reste 10 jours à Dubaï, tu vas lui dire tu te fous de ma gueule, Michel. Michel, tu te fous de ma gueule. Alors je sais pas s'il y a des freelances qui s'appellent Michel, je les salue au passage. Tu vas lui dire, moi je te paye les 5 jours, toi tu payes tes 10 jours à l'hôtel, et on ventile pareil sur le billet d'avion. C'est important de le préciser. Et c'est comme ça que ça va se passer. Tu vas lui rembourser 5 jours d'hôtel et tu vas lui dire les 10 jours tu les payes de ta poche. Tu te fous pas de ma gueule. Cela va être exactement pareil ici. Le tout est de se préparer suffisamment en amont. Le tout est de faire preuve de bon sens et bien évidemment d'essayer de le toucher, de le faire tendre au maximum. Mais n'essayez jamais de le faire tendre à 100%. Ça, c'est pas crédible. Passons sur une autre catégorie, bouffe et lifestyle. On va ici traiter de restaurant, de lifestyle et toujours raisonner de la même manière. C'est l'avantage. C'est relativement simple. Les stratégies qu'on voit, même vous allez voir qu'on va retrouver des choses ici. Les restaurants, justifier des dépenses alimentaires, restaurants et courses. Alors, le restaurant, oui, si c'est un repas d'affaires, client, fournisseur, partenaire. Si tes clients ils sont à l'étranger, que tu n'as pas de fournisseur dans la ville, ça va être un peu difficile de le prouver. À part que tu invites monsieur le maire. Et encore, ça pourrait être pris pour de la corruption. Je déconne, hein. Je vais fermer la fenêtre, je vais ouvrir la fenêtre, je vais monter la clim, pardon. Les courses au supermarché, jamais, sauf si c'est pour acheter des trucs pour de la bouffe pour faire un apéro dans la boîte, pardon, ou un repas d'entreprise. Mais si tu es sur une SASU unipersonnelle et que tu vas chercher ça, et que tu dis ouais j'ai fait un pot pour les clients et les prospects, ouais ben justifie-le-moi. Là c'est très dangereux. Et ça, un ticket de supermarché, putain, mais qu'est-ce qu'il regarde? Demande à Fouad, et je le salue au passage, et tu pourras nous mettre un commentaire. Quand on va au supermarché, au podcast, ben par exemple, on sort les bananes, à 2 €.
du supermarché, c'est des boissons qu'on achète, tu vois, pour faire le podcast. C'est normal, des bouteilles d'eau, des trucs comme ça. L'adresse, le supermarché, il est à côté du studio de podcast, à côté de la facture du studio de podcast. Mais on va jamais s'amuser à passer des bananes parce que ça fait trop consommation personnelle. Ben, on fait 2 tickets, un en perso et l'autre comme ça. C'est flagrant en plus, c'est visible comme le nez au milieu de la figure. Repas solo, donc restaurant solo. Possible si le déplacement pro il t'empêche de rentrer à ton domicile. Le repas solo en bas de chez toi, c'est niette, ça passera pas. C'est comme si ton freelance il te demandait de lui payer la bouffe, que tu lui payes la bouffe. Par exemple, tu vis à Paris, tu vas 3 jours à Bordeaux pour un événement, pour voir un prospect, pour voir un client. Oui, là tu peux bouffer au restaurant, mais je pense qu'il y a des limites. Je les connais pas, donc si un passionné, n'hésitez pas à me dire le montant. Je pense que c'est plafonné les repas. Attention, j'ai l'habitude des gens sur Internet qui vont faire des raccourcis. Donc, on va couper le raccourci, on va transformer le raccourci en cul-de-sac. Si tu te dis ah ouais mais moi j'habite à Toulouse mais je vais mettre le siège de ma société à Paris, comme ça je pourrais passer tous les repas à Toulouse. Ouais, tente. Mais par contre je te demande de m'inviter à ton contrôle fiscal parce qu'il risque d'être succulent. Donc n'essayez pas de faire des trucs, de trouver le hack suprême. Alors c'est marrant parce que une petite anecdote à la con, je vous mettrai une capture d'écran. On a eu une demi-heure de retard parce que les mecs nous disaient que les Russes faisaient mumuse avec... on est à côté de la Russie, hein, ici. On est entre l'Estonie et la Lituanie. Le pilote nous a dit ils font mumuse avec le brouilleur GPS, les Russes. Et en fait, je regarde sur mon GPS. Je voulais foutre le GPS. Non, c'est pas celui-là. Je voulais foutre le GPS pour voir à peu près où j'étais. Et en fait, le GPS, il me montre que je suis à 70 km de là où je suis réellement. Donc, super pratique. Donc, revenons sur les restos, les repas solo. Si tu peux pas rentrer chez toi, tu peux bouffer. Et les raccourcis, je vais créer la société dans une autre ville pour justifier ça. Tu peux tenter, tu vas rigoler. Notez les clients derrière chaque ticket. Oui, tu vas être obligé de mettre le nom, sinon cela sera rejeté. On refusera la dépense. Alors, pareil, ils vont pas te vérifier tous les tickets, mais tu as intérêt que le peu qui te vérifie, t'aies les noms derrière. Il faut mettre le jeu. C'est du jeu du chat et de la souris, hein. Donc c'est important à préciser. Ça sera rejeté et réintégré dans ta boîte et tu auras, je sais pas si c'est considéré comme un avantage de nature. Elle est belle l'église, je sais pas si on la voit. Enfin, ouais, c'est une église orthodoxe. Il y a la barre en... Je vais faire demi-tour et passe la marche arrière. Donc, ouais, notez les clients derrière chaque ticket. Donc, nom, fonction, raison. Prévenir les clients en cas de contrôle. Alors, soyons honnêtes, l'administration, elle va pas appeler tous tes clients. Mais par contre, quand il va avoir un doute et qu'elle va creuser, ouais, elle peut les appeler. Par exemple, si tu t'amuses à mettre le nom de quelqu'un de manière régulière, alors que tu bouffes pas avec lui, en plus d'être là, je dirais qu'on mettre une fausse identité, vaut mieux pas mettre de nom que mettre un faux nom, parce que surtout si c'est du régulier. Parce que là, si on te contrôle celui-là, là c'est un faux usage de faux. Si le mec, on lui demande vous avez bouffé avec lui, je sais même pas qui c'est. Là, tu vas morfler. Et tu vois, pour une petite dépense à la con, tu peux passer sur quelque chose qui est beaucoup plus grave. Ça peut limite aller chercher l'abus de bien social, parce que là, tu as vraiment l'intention.
j'explique la différence entre abus de bien social et acte anormal de gestion dans la masterclass. Donc il y a une intention et là ça n'est une claire. Donc faites attention à ça. Ce que va contrôler l'administration fiscale, où elle peut faire un check, ça va être si tu as des noms de clients qui reviennent régulièrement. C'est surtout ça. C'est rare, mais c'est possible, et ça en vaut pas la chandelle. Ça en vaut pas la chandelle, et là c'est important. Après, si c'est quelqu'un avec qui tu manges souvent et que tu te trompes par inadvertance et que tu croyais l'avoir invité au restaurant ce jour-là, ouais, l'erreur est humaine. Mais si tu bouffes régulièrement avec lui, qu'on voit souvent le même nom revenir, oui, on sait qu'il peut avoir un contrôle. Par exemple, moi je vais prendre mon exemple, Fouad, avec qui j'anime le podcast IM. On bouffe au restaurant régulièrement. Il fout mon nom sur des tickets régulièrement. Il est sur plein de tickets et notamment des tickets d'affilée. C'est-à-dire que du lundi au vendredi, le midi et peut-être le soir, il y a mon nom derrière les tickets. Alors en plus on bouffe tout le temps la même chose. Donc le mec, s'il contrôle le relevé, c'est tout le temps l'assiette numéro 2 au Pasternak. C'est tout le temps la même chose, le même jour. Les jours d'affilée. C'est le même repas, c'est les mêmes additions. On pourrait croire que le mec il a généré par l'intelligence artificielle. Je salue Fouad au passage. Si l'administration m'appelle, je vais dire oui, on déjeune ensemble régulièrement. Quand on enregistre un podcast, s'ils me disent les dates, je dis oui, j'étais là. Il faudrait que je regarde avec les factures. Mais ça sera oui. Je vais dire chez Pasternak. S'il me demande le nom du restaurant, je vais dire ouais, chez Pasternak, à Berlin. Je peux même lui faire le ticket, tu vois. Donc ensuite, à chaque fois qu'il verra mon nom, il se dira ouais, c'est carré. Il faut juste que cela soit cohérent. Et une règle importante en matière fiscale, c'est ne pousse pas. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Ne pousse pas mamie dans les orties. Moyens pratiques de gestion. Tu as des applications spécialisées dans ça. Tu as Revolut qui te permet de prendre des tickets, il faut payer un truc en plus. Tu as Conto qui te permet de lier un ticket à la dépense également. C'est des choses qui sont excessivement pratiques. Personnellement, moi c'est beaucoup plus simple. Limite agricole. J'utilise Adobe Scan sur l'iPhone. Je scanne le ticket immédiatement à la sortie du restaurant. Je fais partager, enregistrer le document dans iCloud. J'ai le nom de la société parce que j'ai deux sociétés. Je choisis la société, je choisis le mois et j'ai des dossiers qui sont préfaits dépenses et j'ai que à le mettre et à la fin je les regroupe, je les envoie, je les pointe et je rajoute sur Notion. J'ai une liste de pointage sur Notion tous les mois. Dès que je fais une nouvelle dépense, je vais dans le truc, je le pointe et voilà, et ça me prend quelques secondes. Matériel et contenu. Matériel et contenu. Smartphone pro ou perso. Alors, ça, il y a plein de petits pièges. On va essayer de les traiter que ça soit compréhensible. Ouais, je sais pas combien fait la vidéo, parce que je dois être à la moitié. 43 minutes. Matériel et contenu. Donc ouais, on va le faire en deux parties. Smartphone pro perso. Alors déjà un smartphone, c'est comme l'immobilier, c'est comme la voiture, c'est pas une charge déductible immédiatement. Tu vas pas déduire 1000 €, tu vas amortir 2-3 ans ou jusqu'à la reprise. Bon, on va pas rentrer sur des trucs, c'est sur la durée que tu le gardes. Moi personnellement, limite je change tous les ans et je me fais reprendre le téléphone. Comme ça, je liquide immédiatement. Personnellement, sur les téléphones pro, qu'est-ce que je ferais ? C'est que je prendrais une ligne pro avec tous les avantages. Attention, quelquefois, selon les pays, moi, ma ligne perso est beaucoup plus avantageuse que la ligne pro, notamment quand je vais en voyage.
Donc, mais j'ai une ligne perso faible, à peut-être, je sais pas, il faudrait que je regarde, c'est une ligne orange à 30 balles et j'ai une ligne pro à 90 balles. J'utilise plus ma ligne perso que pro limite, mais je passe tout en charge et je dis ouais, j'ai un deuxième téléphone, regardez, j'ai un Free à 9,90 €, j'ai ce numéro à titre perso, donc c'est entièrement professionnel, donc j'amortis tout le téléphone et je me fais pas chier et le mec va pas me dire ah vas-y fais voir ils vont pas te demander de faire voir le téléphone, mais je passe les applications également, tu vois, sur la boîte. Axel, je suis désolé, je vais te rappeler dans quelques minutes. Et d'ailleurs, il a dû arriver. Donc ça, c'est un petit conseil, c'est important. Même si tu peux dire ouais c'est un forfait, donc même si j'appelle 2 heures, 10 heures à titre pro et perso, ça change strictement rien, je payerai le même prix. Mais je préfère prévoir au lieu de subir. Tu mets une ligne perso sur le côté, un vieux téléphone ou limite tu te rachètes le vieux téléphone pour pas cher, comment dire, on va la laisser passer avec son Husky, il est beau, tu te fais faire une je sais pas si c'est pas un sens internet, non. Tu te fais faire une simulation de reprise, tu vois, par un truc bien bas, tu dis voilà, il me le reprenait 200 balles, je l'ai racheté 200 balles à la société, et tu te le gardes sur le côté, et tu te fous un autre téléphone, Mais moi, je préfère ça, et c'est pareil avec d'autres éléments qui sont beaucoup plus gros que le téléphone, qui permet d'avoir une justification qui va bloquer, en fait, le contrôleur fiscal. Parce que, ok, ah ouais, merde. Mais ça, c'est sur des plus grosses dépenses. C'est sur des plus grosses dépenses et je garderai sur l'accompagnement privé. Les vidéos, vlogs, do it yourself à la maison pour passer des matériaux. La question complète. Si je fais des vlogs et do it yourself de construction de maison ou objet, est-ce que je peux passer en facture les matériaux qui vont servir à construire ma maison? À ton avis. Les matériaux, en fait, tu as une contrepartie. C'est que toi, les matériaux, tu les récupères. En fait, tu vas prendre les matériaux et tu vas le facturer. Tu vas le facturer à ta boîte. Ça a aucun sens. Tu peux passer des frais de vidéo, par contre, hein, l'appareil photo qui te permettra de filmer tout ça, ta société, ouais, il n'y a pas de souci. Mais non, tu pourras pas passer les matériaux, le canapé, le canapé et tout ça. Le mec, le contrôleur fiscal, s'il vient te voir, il va te dire, vous voulez pas une pipe aussi tant que vous y êtes? Ah, 36 lines, c'est là. Putain, il n'y a pas de place, sa mère. Tu veux pas une pipe tant qu'on y est? Par contre, si tu as une société de construction et du clairement, tu vas pouvoir payer la caméra, tu vas payer tout ça, mais les matériaux, c'est pas du consommable. C'est pas du consommable. Je veux bien que quelquefois on soit un peu border, mais là, genre tu vas faire une vidéo do it yourself qui va te rapporter 3 € de pub et tu vas lui faire construire ta maison à 300 000. Écoute, si demain tu veux des trucs, et si tu raisonnes comme ça, moi je te vends un produit 3 € et tu me payes 300 000 €. Pour ta société, c'est exactement pareil. Tu dis ouais, j'ai fait une vidéo, regardez sur YouTube, j'ai fait une vidéo, elle m'a rapporté 3 € de monétisation. Mais monsieur, vous avez fait passer toute la construction de votre maison dessus. Si tu veux, moi je te fais un produit à 3 €, tu me le payes 300 000 € et là tu pourras dire ah mais regardez, j'ai déjà jeté un truc à 300 qui m'a rapporté 3 € et qui valait 300 000 €. Soyez cohérents au bout d'un moment, soyez cohérents, sinon là vous allez vous faire soulever, parce que la question est sincère.
La question est sincère. Les gens pensent que la vidéo permet de tout justifier. Oui, si tu t'appelles MrBeast et que tu as 1 million d'abonnés. Et que les vidéos, quand tu les produis, c'est des actifs sur ça. On va finir les questions. Voyage payé pour tourner des ads. Alors, celle-ci est tricky et excessivement intéressante et excessivement nuancée. Vous allez voir l'importance de nuancer et de dire ce qui est valable pour quelqu'un n'est pas forcément valable pour tout le monde. Donc, c'est pas parce que Jean-Michel vous dit « moi je fais ça » qu'il faut le faire. Première étape, si ton média buyer te demande de lui payer des tickets d'avion, location de villa à Bali pour 15 jours pour tourner des publicités, est-ce que tu vas lui dire oui? Tu vas dire, mais tu te fous de ma gueule, moi, t'as pas besoin d'être à Bali pour tourner les trucs. Donc, on peut te sortir exactement la même chose. Donc, est-ce qu'il y a une utilité? Est-ce que le décor est nécessaire? Est-ce que le décor est nécessaire? C'est-à-dire, pour faire une pub, je sais pas quelle est ta pub, mais si celui qui m'a posé la question est dans le regard de la vidéo, qui me dise pourquoi est-ce que tu as besoin de quelque chose à l'étranger que tu peux pas trouver là où tu es? L'administration fiscale, elle va te dire la même chose. T'as pas besoin d'aller à Bali pour filmer un truc, et dire ouais, mais c'est pour donner, c'est pour donner de l'inspiration aux gens qui sont expatriés, qui veulent atteindre le bien-être et vivre à Bali. Bullshit. On va dire, tu fous un fond vert, quoi, à la limite. Tu fous un fond vert et tu te fais aider de l'intelligence artificielle. ChatGPT, tu vas pouvoir le passer. Ça va dépendre de ton activité et ce dont tu promeus. Si tu es une agence de voyage qui vend ou une société qui fait du conseil pour vendre des maisons à Bali et faire des investissements à Bali, d'aller faire un tournage de ads à Bali, ouais, ça a plus de sens que le faire en Seine-Saint-Denis, quoi. C'est important. C'est important. Si tu vends l'investissement à Marrakech, à la limite, l'administration elle va pas te dire non mais monsieur, nous on considère qu'à Barbès vous avez le même décor. Ça elle va pas te le dire, mais il y a du sens. Par exemple moi, prenons un sujet intéressant, prenons moi. Non, Jean-Michel, je pète un câble aujourd'hui. Pour des publicités sur l'expatriation, je peux aller tourner des publicités à l'étranger, que ça soit à Dubaï, que ça soit à Bali, que ça soit en Amérique latine, que ça soit tout ça. Je peux aller tourner des ads. C'est cohérent avec mon activité. Si je veux faire une ad, tu veux t'expatrier à Bali ou à Dubaï ou à l'île Maurice et changer à chaque fois le fond, rencontrer des partenaires sur place pour des done for you et des gens qui gèrent l'expatriation de A à Z, pour les membres du programme payant, ouais, là ça a un sens. C'est justifié. C'est justifié économiquement. Et il faut également penser à une chose, c'est, et ça je l'ai pas dit avant, il faut que ça soit proportionnel. Si par exemple je dis tiens j'ai fait 30 000 euros de voyage, j'ai fait 50 000 euros de voyage, ouais mais j'ai un programme sur l'expatriation, combien il vous a rapporté cette année? Ah, il m'a rapporté 30 000 euros. Est-ce que c'est proportionnel de dépenser 50 000 euros de voyage pour un produit? Ah ouais mais je souhaite le relancer, mais au moins il aura rapporté. Mais si par exemple demain tu dis ouais je vais faire un programme d'expatriation, je dois faire le monde et t'as pas gagné 1 euro, ça va pas marcher non plus. Mais si ce dernier mois il me rapporte 500 000 euros, ouais, passer 50 000 euros, il y a également la proportionnalité qui va compter. Même passer 100 000 euros, ça sera plus facile de passer 100 000 euros de charge sur ça que de passer 20 000 euros de charge sur un truc qui est inexistant. Je sais pas si c'est compris. Digital nomade, 1 mois à Thaïlande ou à Bali et tout faire payer par la boîte. Encore une fois, le raisonnement du salarié ou du freelance à appliquer. Est-ce que tu payerais les frais de ton employé s'il part 1 mois à Bali ou en Thaïlande, ou est-ce que tu lui dirais écoute, moi ça me dérange pas que tu bosses depuis Bali, depuis la Thaïlande, cela ne me dérange pas, mais par contre c'est toi qui payes tes frais là-bas. Tu dirais tu payes ça en perso. Comme toi, on va te dire, l'administration elle dira la même chose. Et c'est important parce qu'on peut rebondir sur la prochaine question qui va porter sur ça. Retiens toujours ça. Si tu ne le ferais pas pour un employé ou pour un freelance, ou si tu dirais mec, tu te fous de ma gueule,
imagine ton gestionnaire de fonds qui te dit ouais, je gère mieux ton argent à l'étranger. C'est pour ça que je me suis pris un 5 étoiles, j'ai payé le billet en business, j'ai payé le billet à ma famille parce que je me sens un peu mieux, et c'est pour ça que je te facture des frais. Mais tu vas lui dire, mais va te faire foutre, c'est pas à moi de te payer ça, tu te le payes toi, tu te payes des frais de commission, et avec ces commissions, tu vas payer ton voyage. Tu dirais ça, raisonner exactement pareil. Tu payes avec ton fric et pas la boîte. Parce qu'en fait, pourquoi je dis la stratégie du freelance, un freelance dans ta boîte, il y a autant de différence entre ta boîte et le freelance que entre toi et ta boîte. C'est deux personnes différentes, d'accord? Donc, voyez-le comme ça. Question 24. Limite stratégie youtubeur, filmer la voiture qu'on offre à sa mère. Alors, ça remonte, je le vois également, tu vois, dans les accompagnements privés où les gens se disent ouais, je vais faire une chaîne YouTube, je vais documenter ma vie et je vais passer toute ma vie en charge, je vais filmer que je me suis acheté une Rolex et tout ça. Ça va si ta chaîne te rapporte du fric, hein. Je te dis ça, ou que tu peux prouver que c'est ça et que tu vas pas le continuer très longtemps. Que tu vas pas maintenir une activité déficitaire. Et ça, je l'entends souvent, et les mecs sont assez malins. Ils se disent, je vais filmer, donc la société peut tout payer. Pour donner un ordre d'idée, j'ai cherché. Attends, je défile comment elle s'appelle. Merde, putain, j'ai pas le nom de l'influenceuse. Une nana qui a 1,5 million d'abonnés. Elle fait 100 000 vues en 3 ans sur une vidéo Mon hôtel 5 étoiles. On va être, allez, entre 3 et 500 balles de publicité sur 3 ans. Donc si tu dépenses 1500 balles pour gagner 300 balles, et elle a 1,5 million d'abonnés, on va dire c'est quoi vos KPI, comment vous êtes renseigné, quel est votre retour sur investissement, on va te poser énormément de questions, tu auras intérêt à le justifier. Donc la stratégie création de contenu sans stratégie pour passer des charges sans lien avec l'activité ou pas directement avec l'activité, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Et là, il y en a qui vont morfler parce qu'ils se sentent un peu trop malins. Mais tu leur poses deux questions, très bien. Vous avez étudié les niches, vous avez regardé les vidéos, vous avez un rapport, qu'est-ce que vous essayez de faire et tout ça. Ah non, on n'a rien. Vous avez contacté les gens. Ah non. Vous avez, ils vont se faire soulever ceux-là. J'aimerais pas être à leur place. J'avais noté là, tu vois, sur la question, une jurisprudence. Jurisprudence, c'est une décision de justice qui fait office d'interprétation de la loi. Donc, c'est comment les juges interprètent la loi. Conseil d'État 2006. Bon, je vais pas te faire le putain, mais il passe dans ce. Donc, 2006, il y a 19 ans. Rappelle que même si une dépense génère de la visibilité, du prestige ou un buzz, elle reste rejetée si elle n'a pas de lien proportionné avec l'activité économique réelle. Donc, une chaîne... voilà, ça va être réglé. Brainstorming et frais d'organisation. Alors, il me semble que c'est Ludovic, cette question, si je me souviens bien. Et la question complète, attends, je vais la rechercher. Celle-là, elle était... je pense que Ludovic, il est sur le Telegram. J'ai grillé le feu ou pas? J'ai pas fait gaffe. J'ai toujours eu de meilleures idées pour la boîte en voyage. Il me paraît logique que la société les prenne en charge, puis me les faire facturer en frais d'organisation et de brainstorming. Ouais, ben, si ça te paraît logique, explique ta logique à la contrôleuse, à Brigitte, la contrôleuse fiscale, ou René, le contrôleur fiscal. Il va comprendre. Hein. Il va dire, ah mais...
Mais en plus, vous n'êtes pas versé une prime pour aller réfléchir à l'étranger parce que là, vous devriez avoir, c'est difficile, vous êtes tout seul, vous réfléchissez, tout ça. Donc ta logique, c'est pas la leur. La logique, alors c'était un film. Comment il s'appelait? C'était avec celui qui fait London Has Fallen, Olympus Has Fallen. Ah putain, j'ai oublié son nom. Et il a fait un film où c'est le père, on tue sa femme et ses enfants et le criminel est relâché. Il se fait justice lui-même. Et il dit au procureur, la vérité, on s'en fout, ce qui compte, c'est ce que vous pouvez prouver. Et là, c'est exactement la même chose. On s'en bat les couilles que tu aies plus d'idées à l'étranger. Ce qui nous intéresse, c'est que tu puisses le prouver et le justifier. Et ça, pour ça, bonne chance. Et retiens, hein, tant que tu n'apportes pas la preuve, pas de déduction. C'est pas de bras, pas de chocolat, quoi. Tu peux essayer, mais ça c'est pareil que le mec qui, c'est pareil que celui qui veut offrir une voiture à sa mère en disant je fais une vidéo YouTube, et celui qui veut faire passer les frais de la construction de sa maison pour faire une vidéo YouTube. J'aimerais honnêtement, invitez-moi à votre contrôle fiscal. Je vais être là pendant le contrôle fiscal et pendant la justification. Et je vous le fais gratuitement, je vous assiste gratuitement. Donc pas de souci. Donc la vidéo, elle est, comme je dis, elle est supérieure à, et il me reste pas mal de questions. Elle fait 1 heure. Donc on va arrêter la première partie ici et dans la prochaine partie, on va parler des employés, des avantages, des cadeaux très importants. On va parler voyage, expatriation et nomadisme, également très important. On a des questions super passionnantes. On va parler également des méthodologies à déployer et de la sécurité. Et une question qui peut être game changer pour certains, où on va parler de l'escorte, parce qu'on m'a posé la question, j'ai dit que je répondais à toutes les questions. J'ai pas mis un disclaimer, évitez-moi les questions de ce type. Bon, je répondrai avec une technique très particulière. Et je vous partagerai une annonce où on peut voir qu'on peut le passer sans problème sur les frais de société. Il faut chercher sur un site spécifique et rechercher quelque chose de très spécifique. Donc, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification et on fera ça dans la prochaine vidéo. Sur l'écran de fin qui va s'afficher, tu vas trouver le lien de notre masterclass sur comment vivre sur notre boîte. Regarde-la en entier, n'hésite pas, c'est entièrement offert. Et tu trouveras le lien de comment vivre sur sa boîte avec les frais de société, où tu auras plus de contenu et tu pourras rejoindre en avant-première à un tarif ultra préférentiel le mini accompagnement pour éviter les surprises, augmenter tes chances et surtout rendre la tâche de l'administration fiscale beaucoup plus difficile. C'est-à-dire qu'ils préféreront abandonner. Tu vas être comme dans l'enquête corse, la chose. Donc, je te souhaite une bonne journée, je te souhaite une bonne soirée et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.